Voilà, bonjour. Alors bonjour, merci. Nous sommes très heureux de vous rejoindre pour ce temps d'échange autour d'un thème très très important. L'écologie, c'est maintenant ou jamais. D'ailleurs, on va y revenir. Bonjour Corinne Lepage, merci d'être avec nous. Bonjour, Vous nous entendez bien? Bonjour. je vous entends convenablement, mais pas très fort. Très bien. Ben, on va essayer effectivement de parler suffisamment Bonjour fort pour que... Corinne. Bonjour. Bonjour, oui, je crois que vous connaissez bien. On aurait tellement aimé Oui, que oui. vous soyez avec nous, mais bon, on va essayer quand même de mener cette discussion ensemble autour de l'écologie maintenant ou jamais. Alors je voudrais juste simplement rappeler, Corinne Lepage, que vous êtes la présidente de CAP 21 et le Rassemblement citoyen, ça c'est très important, que vous avez été ancien ministre de l'Environnement et que vous êtes certainement une parole très éclairée sur les sujets dont nous allons parler autour de l'écologie. Corinne Pelluchon, merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes philosophe, vous êtes professeur de philosophie à l'université Gustave Eiffel, vous êtes membre du laboratoire interdisciplinaire d'études politiques Hannah Arendt, une référence sans doute en soi, hein, et membre du conseil scientifique de la fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme. Alors en fait, c'est intéressant, on avait une petite aparté à côté, on se disait finalement dans ces prises de position, dans ce débat, c'est important que ce soit des paroles incarnées. Et en particulier, je suis très heureux que ce soit des paroles de femmes incarnées, parce qu'on se disait tout à l'heure que très souvent, ce sont dans ces grands débats des hommes qui prennent la parole et qui expriment un point de vue particulièrement, on va dire, masculin. Donc là, je suis très très heureux de me retrouver avec vous et de pouvoir échanger maintenant ou jamais. Il y a une chose très qui parle et c'est vraiment Corinne Lepage qui s'exprime. Finalement, plein de choses sur cette question de la transition écologique. Mais je trouverais très intéressant qu'on se pose la question de qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui la transition écologique et quelles questions elle nous pose, parce que c'est vrai qu'on vit une période, hein, vous l'avez sans doute entendu depuis ce matin, complexe, particulière, sans doute propice à la réflexion, mais elle nous interroge quand même sur le passé et elle nous convoque pour ce qui va se passer demain. Donc j'aurais aimé vous poser une première question, Corinne Pelluchon, autour de, pour une philosophe, la transition écologique, c'est quoi ? Alors bonjour à tout le monde. D'abord, le mot écologie, moi je le prends, je dirais que la philosophie, son rôle n'est pas de donner des chiffres, mais de penser peut-être l'écologie dans sa profondeur, en revenant à l'étymologie, oikos, foyer, des terriens. Donc c'est pour moi l'habitation de la Terre, la sagesse de l'habitation de la Terre et de la cohabitation avec les autres vivants et les autres humains. Et je dirais que peut-être la spécificité, en tout cas de mon approche à moi, de l'écologie, c'est de la relier à la condition humaine, de penser l'humain non pas seulement comme liberté, mais en tenant compte de la matérialité de son existence, donc de notre dépendance à l'égard des autres et des écosystèmes et de la nature. Et cette prise au sérieux de notre corporéité, de la matérialité de notre existence, installe l'écologie au cœur de notre vie, au cœur de notre existence. Et ça veut dire que l'écologie n'est pas seulement une réflexion sur l'érosion de la biodiversité, la pollution, le réchauffement climatique. Bien sûr, cette dimension environnementale est fondamentale. Elle est aussi, dans sa dimension sociale, une réflexion sur le partage des ressources avec les humains et les non-humains. Et elle est aussi, dans sa dimension mentale, ce qui implique un remaniement de nos représentations, de notre manière donc de nous concevoir, de concevoir notre place dans la nature et nos relations aux autres. Donc je dirais qu'elle a vraiment cette profondeur. On pourrait dire que c'est une réflexion qui relève des humanités environnementales. Mais je dirais que vraiment, il est important de ne pas opposer l'écologie à l'humanisme et vraiment de dépasser les dualismes nature-culture, humains-animaux, donc de penser vraiment une autre habitation de la Terre, car cela implique tant une réflexion sur notre place par rapport aux autres vivants qu'une réflexion, et là ça intègre la question de la transition écologique, comment pouvons-nous promouvoir un modèle de développement qui soit non seulement plus soutenable écologiquement, mais qui soit plus juste socialement et moins violent. Et là, donc, du coup, ça ouvre une réflexion tout à fait intéressante, tant au niveau de la place de l'économie
dans les différentes sphères d'activité qu'au niveau de nos modes quotidiens d'alimentation, nos modes de consommation. Donc, chacun d'entre nous, dans son existence, accorde une place aux autres ou non, selon c'est ce qu'il important. fait. On peut faire référence à votre dernier ouvrage, Réparons le monde. Ce matin, Gilles Boeuf, je ne sais pas si vous étiez là, mais se mettait un petit peu en colère contre l'arrogance humaine, l'arrogance de l'homme dans cette espèce d'écosystème du vivant, ce que Latour appelle effectivement les terrestres. Et à travers, on peut peut-être dire 2 mots de votre réflexion autour de la cause animale, qui vous sert finalement de déclencheur pour réinterroger cet écosystème où finalement l'homme continue de regarder les autres espèces, mais avec sa condition d'homme, avec sa supériorité d'homme, me semble-t-il, non ? Moi, je pense qu'on peut protéger la nature et les animaux qu'en partant de l'humain. Mais évidemment, il s'agit de modifier peut-être la manière dont l'humain se pense lui-même. Et plutôt que de s'octroyer une souveraineté absolue sur les autres vivants, de se voir comme un tyran, la nature, un despote, il s'agit de se penser comme appartenant à une communauté d'autres vivants. Et nous partageons avec les animaux une commune vulnérabilité, un besoin d'air, une dépendance à l'égard des écosystèmes. Et la pandémie actuelle souligne aussi le fait que les virus traversent les frontières des espèces, etc. Donc voilà. Mais je dirais qu'il y a quand même des différences aussi. Il ne s'agit pas de mettre tout au même niveau. Mais pour reprendre votre réflexion sur la place de la cause animale dans la réflexion large, réflexion globale pour ouvrir un autre modèle de développement, moi, je pense qu'effectivement, la cause animale, elle est importante en elle-même, parce qu'effectivement, en raison de notre démographie et de l'industrialisation de nos modèles de développement et notre style de vie, eh bien, de la consommation carnée importante dans notre monde, effectivement, nous infligeons des souffrances importantes aux animaux, nous grignotons leur espace, etc. Et c'est vrai que cela jette un coup de projecteur sur ce modèle de développement qui quand même conduit à des aberrations et à une violence qu'il faut regarder en face pour justement accepter de voir comment faire pour changer. Donc la cause animale est stratégique, elle est importante pour elle-même, mais elle est aussi un coup de projecteur sur ce modèle de développement et elle est aussi non pas seulement l'occasion de dénoncer, mais l'occasion de proposer d'autres modes de production, d'autres modes de consommation. Et là, je reviens vraiment sur ce mot de transition qui a sa profondeur, son sens, transition. Ça veut dire que c'est un processus, c'est pas du jour au lendemain. Ça veut dire que ça implique aussi une sorte d'inventaire où on va voir ce qu'on garde, ce qu'on change. Il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a beaucoup de choses dans notre société qui sont positives, les droits de l'homme, mais on peut aussi envisager une autre manière de cohabiter et changer nos modèles de développement et notre mode de consommation. Donc la cause animale, c'est vrai, elle a par ce qu'elle touche, puisque ce sont des êtres sensibles, personne ne songe à les comparer les animaux à des machines, elle peut aussi provoquer le désir, ou plutôt la volonté de modifier son mode de vie. C'est quelque chose, quand on prend conscience de l'intensité des souffrances animales et du nombre de vies sacrifiées, parfois pour des plaisirs substituables, on ouvre les yeux sur un monde finalement extrêmement violent. Et je crois que là, c'est quelque chose qui peut faire basculer, mais c'est cette convergence, cette réflexion sur la cause animale inscrite au cœur de la transition écologique, c'est quand même nouveau, parce que pendant longtemps, les écologistes étaient plutôt du côté des espèces, du tout, et non pas de la prise en compte des animaux comme êtres individués, comme à chaque fois quelqu'un, et comme des êtres sensibles dont la vie pour eux-mêmes est aussi importante que la nôtre l'est pour nous. Mais il y a aujourd'hui une convergence en raison du coût environnemental, de l'élevage intensif, et puis en raison de ce que moi j'appelle l'âge du vivant. Je crois qu'aujourd'hui, quelles que soient les conséquences que l'on en tire dans son mode de vie, chacun s'accorde à reconnaître qu'on ne peut pas continuer à adopter des modes de vie aussi énergivores qui ont des conséquences sur les générations futures, sur les êtres vivants loin de nous, sur les autres vivants qui sont aussi dommageables. Et qu'en plus, si on veut continuer de protéger ce à quoi nous tenons, les droits de l'homme, mais Corinne en parlera mieux que moi avec la Déclaration universelle des droits de l'humanité, si on veut continuer à garantir la sécurité, la paix, la dignité, un État social, eh bien, l'écologie et la protection de la biosphère, la protection des écosystèmes est essentielle. Donc la nature s'installe au cœur de notre
de vie, au cœur de nos politiques, et les autres vivants aussi, nous cohabitons, nous ne sommes pas seuls au monde. Donc là, c'est une réflexion sur la justice, et on voit à quel point ça touche vraiment, c'est une révolution, si je puis dire, anthropologique, de notre manière de concevoir l'humain. Penser les choses. Et c'est vrai que pour la modernité tardive, mais aussi, c'est vrai, sans doute l'Occident, a fonctionné avec des dualismes, nature d'un côté, culture, l'homme-liberté, où l'animal n'aurait été qu'instinct, ce qu'évidemment déjà Darwin réfutait. Mais du coup, là aujourd'hui, nous avons un rendez-vous tout à fait intéressant avec ces questions profondes qui travaillent la condition humaine. Bien, la condition humaine, c'est évidemment la liberté, c'est la créativité, c'est les connaissances scientifiques dont les animaux ne sont pas capables, mais c'est aussi tout ce que nous avons en commun avec eux, et il y a une responsabilité fondamentale qui change de l'intérieur notre liberté. Et on y reviendra effectivement sur ce changement de posture important auquel vous aspirez. Corinne Lepage, j'aurais aimé effectivement vous poser un petit peu la même question dans un contexte un petit peu peut-être différent, en peut-être vous demandant, en reprenant un peu un propos de Bruno Latour, qui dit finalement, si on continue aujourd'hui à mettre l'économie comme élément déterminant, élément central dans notre manière de regarder le monde, et que, comme les animaux, la question sociale, la question environnementale est subsidiaire, c'est-à-dire est dépendante, on continuera à faire de la même chose. Donc il me semble qu'on pourrait se poser la question d'une autre définition de la transition écologique qui traite finalement l'ensemble des acteurs par rapport à ce qu'ils apportent collectivement. Oui, d'abord, bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment désolée de n'être pas parmi vous aujourd'hui. Je voulais dire d'abord que je suis totalement d'accord avec tout ce que vient de dire Corinne Pelluchon. Je pense que ça ne m'étonnera pas. Je crois, monsieur, que vous venez de poser la très bonne question, qui est celle, en fait, de la place de l'économie, et de la finance, peut-être encore plus que de l'économie, qui ont dévoré tout le reste. C'est-à-dire qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, si on fait un tout petit peu d'histoire proche, on avait une espèce d'imaginaire autour de l'État-providence et d'un équilibre entre le social et l'économique, avec un impératif d'amélioration de la justice sociale aussi important que l'impératif de développement économique. Et la question environnementale ne se posait pas vraiment au mi-temps du XXe siècle. Aujourd'hui, on est en face d'un véritable bouleversement puisque, en fait, l'hyperlibéralisme et la financiarisation de l'économie ont tout envahi, avec le court-termisme qui va avec. Et la question environnementale, dont on a quand même pris conscience depuis un certain nombre d'années, vous avez eu la bienveillance de rappeler que j'avais été ministre de l'Environnement, ça fait quand même 25 ans. Il y a 25 ans, on a fait le premier plan de développement durable en France. Il y a 25 ans, j'ai fait voter la loi sur l'air. Quels sont les progrès qu'on a fait depuis 25 ans? Très franchement, ils sont extrêmement modestes et certainement pas en rapport avec l'accélération exponentielle des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Ce qui veut dire, et là-dessus je partage tout à fait le point de vue de Bruno Latour, que si on n'inverse pas du tout l'ordre des facteurs entre économie, finance d'une part, environnementale, sociale de l'autre, les mêmes causes produisent les mêmes effets et on restera avec une prise en compte des questions environnementales autant que l'économie veut bien l'admettre, mais pas davantage. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. On peut réunir tous les groupes que l'on souhaite. L'analyse, on la connaît. Le reste, le GIEC a très clairement dit qu'il ne ferait plus de constats. Maintenant, il serait dans les propositions de solutions, tout simplement parce qu'on a ce qu'on a besoin de savoir, on le sait, que ce soit pour le climat, que ce soit pour la destruction de la biodiversité, ou même que ce soit pour la santé environnementale. Tout ça, on sait. Les solutions, on les connaît. Pas forcément dans tous les détails, parce qu'on est dans une société qui progresse très vite sur le plan technologique, pas toujours dans le bon sens d'ailleurs, mais enfin, comme ça. Donc, les solutions, on les connaît, et elles ne sont pas que technologiques, bien loin de cela. Et je pense que Corinne a tout à fait raison de rappeler que ce qui est interpellé au sein de chacun d'entre nous, c'est notre manière de vivre. Donc, en fait, on a une double révolution à accomplir, parce que je suis pas sûre que le terme de transition
nous utilisons tous quotidiennement, et je le fais comme les autres, soit parfaitement compatible avec le temps dont nous disposons réellement. Une transition, c'est, comme le disait Corinne, un processus, un temps long. Nous n'avons pas le temps long. Il y a 25 ans, le pire des scénarios imaginés par le GIEC, c'était 1,5 degré à la fin du XXe siècle. Nous sommes qu'en 2020, c'est-à-dire même pas au premier quart du XXe siècle, et nous sommes déjà à 1,1 degré. C'est pour vous dire l'accélération des problèmes et des difficultés. Alors, pardon, Donc nous n'avons madame- pas trop de temps. Oui, pardon, Oui. je voudrais qu'on avance sur cette question-là parce qu'elle me paraît tout à fait intéressante. Vous nous dites effectivement, les solutions, on les connaît. Et c'est pour ça qu'effectivement, Oui. moi, je suis beaucoup plus intéressé sur, moins intéressé par maintenant on fait quoi, mais comment on va le faire. Je crois effectivement, depuis un grand nombre d'années, on a beaucoup travaillé. Vous avez, les unes et les autres, beaucoup travaillé sur ce vers quoi il faut aller. Mais qu'est-ce qui fait obstacle, selon vous, madame qu'est-ce qui fait que finalement, je le dis assez souvent, depuis 40 ans, on refait de la même chose? C'est-à-dire qu'on pose les mêmes constats, on continue par exemple à mettre l'économie au centre et puis on continue à... Qu'est-ce qu'il faut Parce qu'on qu'on fasse? a un Comment on doit... pouvoir, je pense qu'on a un problème d'équilibre des forces en présence, tout simplement. Qu'on est en face de très gros groupes industriels économiques, et je parle même pas des GAFA, dont certains parlent à propos d'eux d'un nouveau féodalisme, me paraît assez justifié, assez intelligent comme manière d'appréhender le sujet, qui ont une emprise considérable sur le gouvernement de la planète et qui font qu'ils ont les moyens d'imposer des orientations qui ne vont pas dans le sens de ce qui est souhaitable pour l'immense majorité des gens. C'est tout. Donc c'est un problème de rapport de force. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'une bascule du monde économique et du monde financier. Alors aujourd'hui, il y a effectivement, parce que il y a des coûts induits du réchauffement climatique, un risque climatique qui gêne la finance internationale, qui gêne les investissements, ils sont bien obligés de changer, mais on n'est pas encore dans une révolution, on n'est que dans un début d'une évolution. Et puis, il y a dans le monde économique des gens qui ont des intérêts contraires à ceux, je dirais, des secteurs industriels traditionnels. Je pense notamment à tous les secteurs d'hydrocarbures. Et on voit par exemple que des sociétés comme Total ou Exxon veulent faire de l'énergie renouvelable leur nouveau drapeau, pas pour rigoler comme ça a été le cas depuis quelques années, mais très sérieusement avec des objectifs pour 2030 qui sont effectivement assez novateurs. On a besoin de cette bascule-là. C'est un premier volet. Il y en a un deuxième, il nous concerne nous individuellement. C'est notre imaginaire. Tant qu'on n'aura pas le sentiment que cette transformation écologique nous apporte quelque chose de beau, quelque chose de souhaitable, quelque chose d'enviable, qui nous permet de mieux vivre avec moins de violence, comme le disait Corinne il y a un instant, avec plus de sérénité, avec plus de projets nous-mêmes et nos enfants, ça le fera pas. Donc, il y a une construction de désirs communs et d'imaginaire qu'il faut absolument faire et dans la difficulté de laquelle on est pour la réaliser. Réaction de votre part, je crois qu'effectivement Oui. le terme de révolution vous convient. Alors je ne sais pas, vous avez entendu, Corinne, le président de la République ne parle plus de transition écologique, il parle de reconstruction. Peut-être qu'on pourrait en dire deux mots, parce que ça Ouais. n'est pas loin de ce que vous évoquiez sur cette importance de réparer le monde. Oui. Mais peut-être avant, réagir par rapport aux propos de... Oui, alors je crois que aujourd'hui, effectivement, on a les solutions, on a le diagnostic, mais le problème, c'est l'écart entre la théorie et la pratique, la conscience et l'action, et ça tant au niveau des politiques publiques, agricoles, etc., et de la place de l'économie, qu'au niveau des styles de vie, des niveaux individuels. Alors, concernant les niveaux individuels, il faut vraiment être conscient de deux choses. La première, c'est que le réchauffement climatique ou toutes les mauvaises nouvelles données ça et là, liées à l'érosion de la biodiversité et aux conséquences diverses que cela entraîne, eh bien, ça ravive l'angoisse de mort et l'impuissance des personnes. Et souvent, la plupart d'entre nous, nous mettons en place des stratégies
psychologiques de défense, comme le déni, la rationalisation. La raison sert un peu d'instrument du déni, la minimisation des risques, ou bien du coup, nous ne voulons pas croire ce que pourtant nous savons. Comme disait Jean-Pierre Dupuis après Günther Anders, c'est parfois les changements, c'était le cas pour le nucléaire ou la bombe atomique, les changements à venir où les risques sont si énormes qu'ils dépassent notre capacité de représentation. Ce qui fait qu'il faut élargir notre imagination morale et surtout, il faut apprendre à traverser les émotions négatives que sont la peur, la honte, et tout ce qui travaille un petit peu notre psychisme. Il faut arriver à traverser ces émotions négatives pour les transformer en capacité d'agir. Et donc ça, c'est un travail tout à fait important. C'est pourquoi ceux qui s'en tiennent seulement à la culpabilisation ou aux injonctions moralisatrices, eh bien, n'arrivent pas à convaincre les personnes qui ont ces informations, mais qui ne les incorporent pas. Et donc, ces informations ne deviennent pas des récits, au sens où un récit, contrairement à une information, c'est quelque chose que je m'approprie et qui fait corps avec moi et qui me pousse à agir. Et ceux qui s'en tiennent à des discours moralisateurs se mettent en avant, mais ils sont impuissants à donner le désir des personnes de changer. Car, et Corinne l'a dit tout à fait, c'est fondamental, la transition écologique, ou du moins, parce que la transition, moi j'aime bien le mot, c'est effectivement un horizon, mais il faut agir ici et maintenant, tout de suite. C'est un mouvement. Mais voilà, il y a les deux, le long terme et le court terme. Mais ce qui est très important, c'est qu'il faut s'appuyer sur la transition écologique peut être aussi un projet stimulant avec des changements drastiques, des remises en question radicales, mais en même temps, par exemple, quand quelqu'un change son modèle d'alimentation, et la transition écologique passe dans l'assiette, puisqu'il y a quand même un coût environnemental de produits, etc., animaliers, eh bien, cela peut être aussi du plaisir et surtout, ça peut donner aux personnes un sentiment d'estime de soi. Ricoeur employait un mot que j'aime beaucoup, qui est l'attestation, en allemand Bezeugung, qui a la même racine que Zeugnis, témoignage, Überzeugung, conviction. Quand je fais des changements dans mon style de vie, mais quand aussi des personnes changent, des éleveurs passent du modèle intensif à un modèle extensif, ils le font parce qu'ils veulent se porter garant de valeurs, de ce à quoi ils croient, ils le font devant les autres, ils en tirent une sorte de fierté. Et je crois qu'on ne peut pas demander aux gens de changer leur modèle de vie si on ne s'appuie pas sur leur estime d'eux-mêmes, parce que sans estime de soi, les changements ne sont pas durables. Et donc ça, c'est vraiment important de faire aussi de la transition écologique un projet stimulant, où on regarde en face ce qui ne va pas et on se demande comment, à son rythme et là où on est, on peut changer au niveau local. Ensuite, et ça sera, je m'arrêterai là, il y a évidemment tout ne repose pas sur les changements individuels, ni même sur l'autonomie morale de personnes, d'acteurs qui, dans leur entreprise ou dans leur travail, modifient leur mode de production. Il y a aussi le niveau structurel des grands changements orchestrés au niveau national, européen ou international. Et là, effectivement, l'obstacle majeur, c'est les lobbies. Mais ça, c'est sûr. C'est aussi la gouvernementalité. Nous avons, hélas, une gouvernementalité ou des habitudes de gouvernementalité très verticales. Or, les changements dans l'agriculture ou tout ce qui concerne l'énergie, les transports, ne peuvent pas être imposés d'en haut. Ils doivent être faits avec les acteurs et surtout contextualisés, liés au milieu, au milieu géographique. Et l'écologie bouleverse pas seulement nos représentations profondes, mais nos habitudes de vie, mais aussi notre manière de partager le pouvoir et de faire les liens entre des grandes directions, des aides au niveau politique, des nouvelles. Et ça, cette contextualisation, je dirais aussi, et je finirai là, vers les frontières des espèces, des nations, les pays ont beaucoup de mal à lutter contre les lobbies tout seuls. Et Ulrich Beck, qui était un philosophe allemand disparu il y a peu de temps, disait que le cosmopolitisme, c'est un point de vue, une échelle, c'est pas un État mondial, et que l'Europe peut être un moyen
de lutter davantage pour les États contre les lobbies pour faire ces transformations massives qui sont nécessaires et sans lesquelles on n'arrivera à rien. On n'arrivera pas à faire que l'économie soit reconvertie et mise au service des personnes et des vivants et non de multinationales. Mais ça demande évidemment plus de transparence, même au niveau européen, puisque les lobbies sont porte de l'Europe et ont beaucoup de pouvoir, malheureusement. Et donc, du coup, il y a tout un chantier de rénovation au niveau de la gouvernementalité et au niveau aussi des États. Mais je pense que, moi, je crois que vraiment, c'est important, et on est là pour le dire, que bien sûr, ça va mal, mais tout n'est pas perdu. Nous sommes, je crois, aujourd'hui à la croisée des chemins. Moi, je pense qu'il y a un âge qui s'ouvre. L'imaginaire, effectivement, je crois que la prise en compte de notre vulnérabilité, de notre corporéité, de notre dépendance à l'égard des autres et des écosystèmes sont des mouvements de fond qui font de l'écologie, de la cause animale, d'une réflexion aussi sur le féminisme, le rapport homme-femme, etc. Tout ça, des grands chantiers qui inaugurent, moi, ce que j'appelle l'âge du vivant, en tout cas quelque chose qui peut être la chance d'un nouvel humanisme. Et puis, d'un autre côté, bien sûr, il y a les réflexes de l'ancien monde caricaturés avec la domination et effectivement l'extractivisme, le productivisme, l'exploitation sans limite des autres vivants, des humains par d'autres humains, des nations par d'autres nations et de la Terre. Et donc du coup, c'est vrai qu'on a aujourd'hui, nous vivons cela, ce qui n'est pas drôle, mais évidemment, chacun peut faire sa part, il faut surtout le dire, car c'est ça qu'on disait au début, le sentiment d'impuissance et le désespoir. Oui, c'est ça, parce qu'on a le sentiment que par rapport Voilà, à ça, le désespoir peut, hélas, pas bon conseiller. En même temps, il faut avoir peur, parce que sans la peur, on n'incorpore pas les mauvaises nouvelles. Et il faut avoir le courage d'avoir peur, disait Günther Anders, qui en parlait à propos de la bombe atomique. Mais en même temps, il ne faut pas que la peur devienne panique, parce que sinon, on se dit finalement, autant aller aux Seychelles et manger des fraises en hiver. Vous voyez ce que je veux dire? Autant laisser couler le bateau. Après moi, le déluge. Donc, comment avoir ce courage-là et s'engager sans être dans l'arrogance, d'être d'un donneur de leçons, qui est encore une autre manière de parler d'être de domination. Et vous parliez de révolution, moi j'aime mieux l'innovation. L'innovation, c'est on met en place des choses. La révolution, oui, au niveau intérieur, au niveau des représentations. Là, elle doit être profonde. Mais méfions-nous des révolutionnaires en charentaise, qui agitent comme ça des grandes paroles, mais qui finalement réorchestrent la domination sociale et autres. donc j'entends deux choses dans ce que vous évoquez, puis ce serait intéressant d'avoir le point de vue, enfin comment, de la place qu'est la vôtre, Corinne Lepage, vous pouvez réagir. J'entends, il y a quelque chose effectivement qui peut concerner notre quotidien, parce qu'effectivement, à externaliser l'analyse que l'on peut faire des problèmes et les solutions, on peut effectivement se reposer sur des êtres externes, nos gouvernants en l'occurrence, et les charger de toutes les responsabilités. Mais il y a un deuxième volet qui est très intéressant et qui rejoint peut-être ce que vous évoquez, Corinne Lepage, c'est renverser aussi peut-être la représentation qu'on se fait de l'écologie en construisant un imaginaire de demain. Donc il faut passer par cette étape, construire un imaginaire. Oui, mais ça, l'imaginaire... Pardon. Non, vas-y. Alors, construire un imaginaire, d'une certaine manière, chacun son métier, mais ça, c'est le boulot des philosophes. Je veux dire que quand... Donc c'est votre boulot. Bien sûr. L'imaginaire, c'est quoi? Castoriadis, grand philosophe et psychanalyste qui est mort il y a quelques décennies, disait que l'imaginaire, c'est la manière de changer le sens attaché au terme. L'imaginaire, c'est aussi ce qui fait le lien entre l'intellect et la sensibilité. C'est les représentations, c'est les désirs, les évaluations, ce à quoi on accorde de la place. Et c'est vrai que c'est un travail, c'est un récit. Alors le mot récit, tout le monde l'emploie. Mais le récit, si vous lisez Walter Benjamin, il a fait un livre là-dessus, il dit un récit, c'est un Keimkraft, un pouvoir germinateur. C'est-à-dire que quand vous avez un récit, vous pouvez vous le prendre et ça vous parle. Et vous l'incorporez et vous en faites quelque chose. Une information, ça glisse sur vous, vous êtes choqué, puis le lendemain matin, vous partez comme d'habitude à votre travail, dans la routine, etc. Donc c'est ça, le récit, ça doit avoir, c'est une parole, mais qui est en même temps un souffle, et c'est une cohérence. C'est pas un système, parce que le système n'a pas bonne presse maintenant. Mais en tout cas, c'est un travail profond. Et ça, c'est un travail de long terme. On n'a pas
de trop aujourd'hui, pour les réponses politiques et économiques à apporter, je crois qu'il faut beaucoup de pragmatisme. Il faut le faire avec les acteurs, et aussi le droit est un outil, le politique, évidemment, c'est des rapports de force, et puis il faut savoir négocier. Dans une démocratie, on arrive à s'opposer sans se massacrer, il y a de la conflictualité. Les minorités actives, comme disait le grand Serge Moscovici, le papa de celui qui est plus connu, Pierre, mais grand personnalité de la psychologie sociale, il disait que les minorités actives, ce sont des gens qui sont hétérodoxes, qui ont une influence mais pas de pouvoir, mais qui sont un peu les poils à gratter et qui injectent dans la société des questions que les autres ne voulaient pas se poser. Bon, par exemple, aujourd'hui, les véganes sont des minorités actives. Et du coup, mais ça fait bouger la société, et ça, je pense, c'est un moteur de progrès social. Du temps long aussi. Mais ça, ça c'est du temps actuel, parce que ça fait bouger les consciences. Mais c'est l'innovation. Et ça, bon, mais je pense que ça travaille notre société, on a tout ça. Ce qu'il faut, c'est des décisions politiques, et là, c'est vrai, il faut que nos gouvernants, qui quand même font ce qu'ils peuvent dans certains domaines, il faut qu'ils arrivent effectivement, pas seulement à dire on va reconstruire, mais à se donner les moyens de le faire, ça et là. Et c'est vrai qu'il y a des... Je pense, moi, par exemple, que l'agriculture devrait être un chantier énorme à partir de laquelle on pourrait réorganiser la transition écologique et la réflexion sur les territoires. L'agriculture, c'est quand même les sols, c'est quand même la santé des sols, c'est l'alimentation, c'est majeur. Moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et en plus, ça pourrait faire vivre un certain nombre de personnes. Donc voilà, c'est des chantiers importants. Mais ça, c'est les politiques, chacun son métier. Alors, Corinne Lepage, effectivement, on a compris que le rôle des philosophes, c'est effectivement de nous aider à travailler, à réfléchir, à penser autrement cet imaginaire de demain. Le rôle des responsables, tel que vous pouvez l'être, c'est après d'en faire quelque chose. Alors, je pense que Corinne a dit beaucoup de choses importantes et intéressantes, mais il y en a une qui me paraît essentielle, c'est de ne pas céder à la collapsologie. Parce que céder au fait qu'il n'y a rien à faire, c'est d'abord très discutable, et je renvoie à cet égard à l'excellent ouvrage de Catherine et Raphaël Larère qui s'appelle Le pire n'est pas certain. Le pire n'est pas certain, qui est une excellente critique de ceux qui pensent que la catastrophe est déjà là, et donc une vision téléologique, et qui présente comme acquis ce qui est incertain et qui ainsi tue les possibilités de futur. Et dans cet ouvrage, précisément, un grand accent est mis sur le local, en expliquant que ce qui paraît insurmontable au niveau global ne l'est pas au niveau local, et que la succession de succès locaux peut être une transformation du global. Et donc, c'est aussi une manière d'écrire un autre récit, pour reprendre le mot qu'utilisait Corinne tout à l'heure, et une possibilité donnée à chacun, non seulement de trouver l'estime de lui-même, mais d'être efficace, d'avoir une certaine efficacité, ce qui renforce cette estime de soi. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Deuxièmement, toujours dans cette logique, et puis je vais venir aux politiques, l'idée qu'à l'Anthropocène dans lequel nous sommes entrés pourrait succéder ce que certains appellent le Symbiocène, le certain étant monsieur Glenn Albrecht, dans l'ouvrage qu'il a consacré aux émotions de la Terre. C'est un livre très intéressant qui fourmille de nouveaux mots. Alors, il a inventé la solstalgie pour parler de cette nostalgie que nous avons des terres et du sol et des lieux que nous avons connus. Mais il invente ce symbiocène qui pourrait succéder à l'anthropocène, c'est-à-dire en fait à la solution que nous aurions trouvée aux difficultés de l'anthropocène. Alors, ça nous conduit effectivement au rôle des politiques. Alors, on peut pas tout attendre d'eux, mais je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent être rappelées, qui sont quand même assez simples. La première, c'est qu'on n'est jamais obligé de faire le contraire de ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire que déjà, on aurait des actions cohérentes, sans viser personne en particulier, tout le monde en général. Des actions cohérentes, et qu'on s'interdirait de faire ce
qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire ce qui augmente les émissions de gaz à effet de serre, ce qui augmente la destruction de la biodiversité et ce qui augmente le risque sanitaire. Je pense qu'on aurait déjà fait un progrès absolument majeur. Et ça, on en est quand même extrêmement loin, à tous les niveaux national, communautaire et international. Première observation. Deuxième observation, l'utilisation du droit. Corinne a fait très gentiment allusion tout à l'heure à la Déclaration universelle des droits de l'humanité, qui est un texte qu'elle m'aide à promouvoir et que maintenant, qui commence à être très soutenu au niveau international, non pas par les États, mais par les organisations qui sont en dessous, c'est-à-dire les villes, les ONG, un certain nombre d'entreprises, des universités, qui est un texte très simple qui traduit en 6 droits et 6 devoirs fondés sur 4 principes ce que peut être en quelque sorte une charte du vivre ensemble de l'humanité et de l'humanité du vivant. Alors, c'est pas parfait parce qu'aucun texte n'est parfait, mais au moins il donne une idée de ce que l'on peut faire et comment on peut se représenter avec des règles simples le chemin à suivre. Donc, on peut avoir un peu d'imagination et trouver. Ensuite, je dirais qu'il y a un peu partout dans le monde, même au niveau des États, des très bonnes solutions qui sont trouvées sur un certain nombre de problèmes. Et si on allait vers des systèmes, non pas de la clause de la nation la plus favorisée, mais de la clause de la méthode la meilleure pour nous sortir d'affaires en essayant de généraliser ce qui a marché à tel ou tel endroit, je pense là aussi qu'on pourrait beaucoup progresser. En fait, ce qui bloque dans tout cela, c'est évidemment le poids des lobbies, Corinne l'a rappelé tout à l'heure, à tous les niveaux, qui retardent encore les mesures qu'il faudrait prendre, avec des prétextes qui sont généralement plus mauvais les uns que les autres, avec le chantage à l'emploi, qui pose tout le problème de la répartition de la richesse et des ressources et de la croissance des inégalités dans le monde. Voilà, et ça, c'est des sujets qui transcendent la question écologique. Parce que ce que je viens de dire, ça joue bien entendu pour l'écologie, mais ça joue sur quantité d'autres sujets. Voilà, et je pense que la responsabilité des politiques, c'est justement d'arriver à sortir de tout cela. Et là, c'est extrêmement difficile parce qu'on est dans des organisations où tout le monde se tient un peu l'un l'autre, où les gens ont tendance à se regarder un peu en chien de faïence, où on a une tendance à refiler, passez-moi l'expression triviale, la patate chaude au suivant. Sauf quand on peut pas, là, avec le Covid, et la Covid, on peut évidemment pas refiler la patate chaude au suivant. Mais sur d'autres sujets, on n'a pas manqué de le faire au cours des années passées dans beaucoup de pays du monde. Voilà. Et puis, j'ajouterais quand même quelque chose qui me paraît quand même très préoccupant, c'est les menaces qui pèsent sur le système démocratique. Moi, je fais partie de ceux peut-être très idéalistes qui pensent que la transition écologique, c'est aussi une expression démocratique. C'est-à-dire la capacité donnée à chacun de prendre en main son propre destin. Or, si vous regardez le monde par rapport à ce qu'on avait espéré dans les années 80, de croissance quasiment infinie des systèmes démocratiques dans le monde, on voit en réalité que depuis 20 ans, on assiste à une régression infinie des systèmes démocratiques dans le monde, avec des gouvernements autoritaires, avec des démocraties libérales, avec des systèmes totalitaires et avec des systèmes plus ou moins liberticides qui s'installent dans un certain nombre de pays démocratiques. Ça, je pense que c'est extrêmement, extrêmement préoccupant et c'est lié aussi à une certaine forme d'usage de la peur. Donc, je suis d'accord avec Corinne dans ce qu'elle disait tout à l'heure et on retrouve le récit de la peur de Jonas, etc. Mais la peur est aussi une manière de rendre impossible la critique, la réflexion individuelle, de faciliter des réactions un peu primaires, voire primales, et de ne perdre de vue finalement le sens vers lequel il faut essayer de se diriger. Voilà, alors c'est peut-être mes propos sont peut-être un peu désordonnés, mais je pense que ça fait vraiment partie du sujet. Oui, on va essayer de revenir effectivement à la question du rôle que peut jouer aussi la société civile, parce que vous interpellez notre responsabilité de citoyen quelque part.
Oui, mais pas que. Moi, je suis un grand défenseur de la société civile depuis toujours. Alors, c'est pas, je vais pas dire le contraire, mais la société civile, elle peut faire un certain nombre de choses et elle le fait. Je voudrais juste, si vous me donnez 2 minutes, donner un exemple. On assiste actuellement à ce qu'on appelle le développement de la justice climatique, Le développement, pardon, j'ai c'est-à-dire pas entendu. la justice climatique. Climatique. La justice climatique, c'est 1500 procès dans le monde qui sont menés par la société civile. Alors, ça peut être des ONG, ça peut être des villes, ça peut être des Children's Trust, ça peut être toutes sortes d'organisations qui demandent aux juges dans les différents pays de condamner les États à agir ou de condamner des multinationales à réparer. Et ça marche très bien. Et ça marche d'autant mieux que les succès des uns sont utilisés par les autres et qu'il y a une forme de construction d'un nouveau droit international qui se fait non plus par en haut, c'est-à-dire par des conventions internationales que les États ne signent plus sur ces sujets-là parce qu'ils veulent plus les signer, mais par le bas, c'est-à-dire par des jurisprudences qui sont progressivement utilisées par de très nombreux juges sur toute la planète. Ça, c'est totalement nouveau. Et ça montre la capacité de la société civile, lorsqu'elle peut s'appuyer sur le droit et trouver des magistrats qui jouent ce jeu-là, de faire considérablement progresser les choses. Votre réaction, peut-être Ah par rapport à ce ben, qu'évoque, tout ce qu'évoque. tout à fait juste. D'ailleurs, Corinne Lepage fait beaucoup sur cette alliance entre la société civile et le droit, qui est un outil nécessaire. Donc je pense que Christian Huguelot aussi, donc ça c'est fondamental. Moi je dirais que vraiment l'écologie, pour moi, et Corinne est d'accord, je pense, ce qu'elle a dit, demande plus de liberté et pas moins de liberté. Pas de gouvernement par la peur et la coercition. Bien sûr, il faut des réglementations. Il faut... évidemment, l'humain, il est comme ça. Contrairement aux abeilles qui voient tout de suite le bien commun, nous, comme disait Hobbes, nous ne savons pas toujours si nous voulons demain ce que nous avons voulu avant. Donc il faut quand même justement des réglementations assorties de possibles punitions, etc. Néanmoins, sur l'écologie, franchement, plus de liberté, d'abord on l'a dit, pour les styles de vie, c'est par une liberté, mais investie, comme disait Lévinas, investie par la responsabilité qu'on a envers les autres. Et cette responsabilité, sa structure a changé, puisque nous créons un dommage, parfois sans le vouloir, à des êtres dont nous ne voyons pas le visage et qui ne sont pas encore nés. Donc elle est hyperbolique. Mais ça modifie de l'intérieur le sens de sa liberté et de son existence. Mais donc ça, plus de liberté intérieure, plus de réflexivité, de réflexion, et pas de réflexe primaire consistant à applaudir à des récits simplificateurs, qui sont souvent liés à des replis sur soi et au nationalisme agressif. Et je partage avec Corinne la peur immense de ce danger, de cette catastrophe, peut-être pire encore que la catastrophe écologique et qui transformerait la Terre en un désert, disait Hannah Arendt, qui est la montée du fascisme. Et ça, c'est vraiment... Et le fascisme, ceux qui l'ont vécu, les juifs allemands que j'adore, Adorno, Horkheimer, etc., disaient qu'il s'installe d'abord dans les cœurs et dans la structure mentale des êtres, avant d'être un régime politique. Et aujourd'hui, on voit bien que ça et là, il se passe des choses, des phénomènes complotistes, de haine, d'opposition, qui alimentent en tout cas qui rend les êtres et les peuples vulnérables à ces solutions autoritaires, voire fascisantes. Donc ça, je crois vraiment que l'écologie, c'est l'occasion de penser plus de liberté intérieure, plus de liberté politique, de réflexivité, et chacun dans la société civile, bien sûr, qui affirme son autonomie politique, là où il est, comme il peut, avec les limites, bien sûr, toujours de l'autonomie, mais et au niveau de la gouvernementalité, sans doute décentrer la démocratie. Non pas jeter le bébé avec l'eau du bain, la démocratie représentative, elle a ses qualités et ses défauts, mais elle a quand même beaucoup de qualités, mais il faut sans doute, pour rendre possible la prise en compte des enjeux globaux et de long terme qui sont liés à l'écologie, pour concilier la fin du monde et la fin du mois, si vous voulez, il faut effectivement qu'il y ait
des représentants, qu'il y ait, pour que justement ces enjeux globaux, les personnes les ressentent et sentent que c'est aussi leur intérêt et pas seulement des intérêts lointains. Et il faut des personnes compétentes pour nous représenter et qui cessent aussi de penser toujours à la prochaine élection ou qui cessent de penser toujours à dominer autrui. Je disais à table, vous n'étiez pas là, mais je rapportais aux convives un texte que j'aime beaucoup qui est sorti il y a 10 ans d'un politiste pas très connu, italien, Diego Gambetta. Il disait qu'il y avait un machisme discursif dans les débats politiques. Et il a raison, machisme discursif, c'est pas du tout et seulement l'apanage des hommes. C'est vraiment c'est l'idée de prendre la parole pour dire qu'on sait tout. Les toutologues, ils parlent de tout, ils sont compétents sur tout. Il y en a beaucoup, ils passent souvent à la télé d'ailleurs. Ces experts qu'on voit sur les plateaux de télévision, voilà. par exemple. Et puis surtout, ils attaquent autrui, ils disqualifient l'autre. Ils transforment l'adversaire en ennemi. Au lieu de chercher le bien commun, au lieu de chercher l'objet et de s'effacer derrière une cause, eh bien, ils se mettent en avant. Et quand ils citent quelqu'un, ils citent souvent les morts. D'ailleurs, moi, je m'en rends compte souvent. J'ai des gens qui prennent mon travail et je retrouve mon travail parfois dans d'autres livres, dans les propos des gens, mais je ne suis pas citée. On cite les Américains, ce qu'un nom anglais, ça fait bien, ou les morts. Une blonde, non, on ne va pas la citer. Donc, mais ça, c'est aussi un signe d'éthique de la recherche. Vous voyez, les gens qui prennent leurs grandes paroles en disant « il faut, je suis plus pur que vous, je suis un super bon vegan », et puis qui vous plagient. Bon, enfin, bref. Donc, là aussi, il y a vraiment, moi je pense vraiment que la liberté, la démocratie, la repensée, parce que la démocratie elle n'est jamais parfaite, c'est l'institution du bien commun. Et il faut négocier, on ne gagne pas sur tous les plans, il faut des qualités pour négocier, être à la fois ferme mais savoir faire un pas de côté pour pouvoir trouver des accords sur fond de nos grands désaccords. Voilà, et c'est comme ça qu'on avance. Mais moi, je crois que vraiment l'enjeu, il est là. On ne peut plus séparer aujourd'hui la réflexion sur la démocratie et sa santé et sur tout ce dont parlait Corinne, c'est-à-dire tant au niveau individuel, les changements dans les styles de vie, qu'au niveau des solutions, des mesures politiques volontaristes qui permettent de prendre en compte les limites planétaires. Ne serait-ce que ça, les limites planétaires dans nos productions. Exemple, ne pas externaliser, avoir un coût. Les choses doivent avoir un coût. La viande, souvent, elle fait 8 pays avant d'atterrir dans votre assiette. Il y a un problème là. Bon, il y a tout un tas de choses comme ça qui sont finalement assez simples. Les traités transatlantiques, zéro. Ça va pas. On peut pas défendre l'agriculture et en même temps faire voilà. Donc du coup la cohérence, voilà, il y a tout ça. Donc je crois que ça, mais ça c'est vraiment fondamental parce que ça va à l'encontre des discours des gens qui plaident, qui préconisent le gouvernement par la peur et la coercition, c'est-à-dire la domination. On en revient là. L'écologie, son contraire, c'est la domination. Vous n'avez pas le sentiment quand même que, d'ailleurs, ce que vous évoquez, j'entends, alors je ne sais pas ce que Corinne Lepage en pense aussi, qu'il s'agit aussi de rétablir ce que j'appellerais peut-être une sorte de contrat de confiance entre les citoyens et les responsables politiques. Je prends l'exemple de la Convention, ce que vous évoquez effectivement, vous évoquez tout ce qui peut être fait au niveau de la démocratie participative, de la capacité de la société civile à participer aussi à la mise en œuvre de stratégies et de politiques, mais on peut avoir le sentiment que ce contrat est un petit peu rompu quand on regarde la Convention citoyenne et puis les décisions qui sont soumises et les décisions qui sont prises. On reste encore, me semble-t-il, dans l'ancien schéma. Non, vous ne partagez pas mon sentiment. Si, mais je pense que Corinne est plus à même de répondre. Moi, je dirais juste une chose. C'est d'abord les transformations de la démocratie. C'est pas seulement la démocratie des participative, c'est aussi délibérative, c'est-à-dire au niveau de la qualité de l'argumentation, au niveau aussi du rapport science-société. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'appuyer la décision sur la science, qui serait de l'expertocratie, mais enfin, il faut éclairer les jugements publics. Il y a une culture de la démocratie. C'est pour ça que je parlais de cet article sur le machisme discursif, c'est-à-dire qu'on peut pas, il faut une maturité démocratique pour traiter de sujets si complexes et qui engagent des transformations drastiques qui vont être difficiles pour certaines personnes. Par exemple, une transformation qui, moi, me fait plaisir à la fin des cirques avec animaux sauvages, c'est pas facile pour les circassiens. Et d'ailleurs, Barbara Pompili a la bonne idée de penser qu'il faut du temps, des aides, etc. Je trouve que la méthode est très bonne. Alors là, sur le décalage entre cette transformation, cette participation et les pouvoirs politiques, je dirais que là aussi, il n'y a pas eu beaucoup d'habitude
d'aller se nourrir de la part des représentants politiques, se nourrir des expérimentations. Il faudrait, la société civile réparant sans bruit le monde, si je puis dire, faisant des innovations, il faudrait rendre possibles et visibles ces expérimentations afin que aussi le pouvoir politique puisse s'en inspirer. Or, bon, bah là, c'est peut-être là que le bas blesse. Oui, je ne sais pas ce que vous en pensez, Corinne Lepage. On vous retrouve. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Sur 2 points. La défiance, d'abord, qui est en train de s'installer malheureusement de manière extrêmement durable et sous beaucoup de formes, avec une interpellation sur l'information et le rôle des fake news dans nos sociétés, et que le fait qu'on ait besoin de vrais journalistes, c'est-à-dire de gens qui donnent des informations qui sont recoupées, qui sont exactes, parce que si on n'est pas d'accord sur l'information de base, on ne peut pas discuter. Là, on a un vrai problème avec la confusion entre information, communication et propagande. Je pense qu'il y a un vrai sujet sur ce point. Et le fait qu'effectivement, il y ait une défiance croissante et l'absentéisme électoral en est une des traductions, pas la seule, mais une traduction particulièrement préoccupante, puisque nous atteignons dans notre pays notamment des niveaux jamais atteints. Et puis, au-delà de la question de la défiance, il y a le sujet que Corinne abordait il y a quelques instants, sur ce qu'on pourrait appeler l'expertise, ce qu'on appelle souvent l'expertise profane, qui est reconnue dans certains pays et qui, chez nous, est aux antipodes du système technocratique qui nous dirige. Quand vous voyez, par exemple, que dans des pays nordiques, je pense au Danemark, vous avez des conférences de consensus très régulières depuis le milieu des années 80, qui permettent, avec un système qui est très bien rodé, de faire débattre sur des sujets très en amont, ce qui fait qu'il n'y a pas le sentiment de la part du Parlement d'être dépossédé de son pouvoir, parce qu'il intervient beaucoup plus tard, et il intervient sur la base de ce que la conférence de consensus a donné comme résultat, et il est libre, lui, ensuite d'en tirer les conséquences, mais bien entendu, ne s'en éloigne pas non plus à des années-lumière. Chez nous, on est en face de corps, entre guillemets, d'élite, qui savent tout, qui ont tout compris et qui considèrent que les gens autres sont des ignares. Et c'est la raison pour laquelle les procédures de concertation, d'enquête que nous avons, et dont au passage je tiens à dire ici qu'elles font l'objet d'une démolition systématique et de masse de la part du gouvernement actuellement, jusqu'à la suppression des enquêtes publiques la semaine dernière dans la loi ASAP, ces procédures ont en fait toujours été extrêmement formelles, c'est-à-dire que on les suit parce que la procédure exige qu'elle soit suivie, mais pas du tout pour l'intérêt qu'on peut en retirer. C'est-à-dire que quand le droit communautaire, par exemple, demande à ce que l'avis des gens ne soit pas considéré comme a priori sans aucun intérêt, ce qui est le cas chez nous, nous ne le faisons pas. C'est-à-dire que même dans les enquêtes publiques, c'est l'avis du commissaire enquêteur qui compte, c'est pas celui du public. Et dans les concertations, on est quand même très dans le, ouvrez les guillemets, cause toujours, tu m'intéresses, fermez les guillemets. C'est-à-dire que ce que disent les gens qui ont souvent une connaissance du terrain, je parle pour des opérations locales, beaucoup plus importante que celle de maître d'ouvrage qui arrive là et qui débarque avec leur bulldozer, bien, on n'en tient aucun compte, et c'est comme ça qu'on arrive à des catastrophes comme Notre-Dame-des-Landes ou autres. Voilà. Donc, je crois qu'il y a là une source de réflexion qui est extrêmement importante, ne serait-ce que parce que il n'y a pas une science, mais il y a des sciences, elles sont très nombreuses, que plus la connaissance progresse et plus il est très difficile de tenir dans une main la totalité de ce que l'on a à connaître. Regardez la taille des études d'impact quand elles sont bien faites et le nombre de sujets qui y sont abordés. Et par conséquent, même les ingénieurs sortis des plus grandes écoles, ils ne peuvent pas avoir une vue d'ensemble de tout cela, c'est pas possible. Par voie de conséquence, la connaissance de terrain
c'est quelque chose d'excessivement important. Et je pense que une autre répartition de l'intérêt donné aux différentes formes d'expertise aboutirait à des solutions beaucoup plus satisfaisantes pour le bien commun et beaucoup plus génératrices de confiance entre les décideurs finaux et ceux auxquels la décision va s'appliquer. Alors pour le coup, c'est une question tout à fait intéressante. Je crois que Cynthia Fleury se posait la question, je me sens avoir lu dans un tract, tout ça, Gallimard a fait pendant quelques temps des productions gratuites qu'on pouvait retrouver. Et Oui. Cynthia Fleury s'intéressait à cette rencontre justement entre cette expérience, cette expertise de terrain et l'expertise et l'expérience des chercheurs. Comment créer un rendez-vous là aussi entre ces deux univers qui apparemment sont traités très différemment. On regarde avec condescendance peut-être l'expertise profane, comme vous l'évoquez, madame, et elle a du mal parfois à se connecter peut-être avec une expertise plus scientifique. Je ne sais pas pour votre question. En revanche, ce que disait Corinne Lepage, je le pense vraiment, c'est-à-dire que, et ça pose le problème de la culture politique. Je crois que c'est vrai, en France, il faut reconnaître que nous ne sommes pas les champions du partage, ni du pouvoir, ni des connaissances. Et il y a quand même, vous avez employé le mot arrogance quand vous avez commencé cette rencontre. Je crois qu'effectivement, il y a beaucoup de défiance actuellement qui alimente un complotisme qui, évidemment, selon moi, est très néfaste, y compris aux connaissances, mais aussi à la démocratie. Ce complotisme, cette défiance envers les canaux traditionnels du savoir et envers la raison. Et le visage de la haine de la raison, c'est ce que c'est. Ça devient le fascisme, ça devient le pire. C'est les anti-lumières. Mais il y a effectivement beaucoup d'arrogance de la part des, entre guillemets, élites. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est vrai. Sans doute une déconnexion du réel, mais parce que nous sommes dans un monde où l'éducation aussi, dès le début, dès l'enfance, dès le berceau, je dirais, on jette les gens les uns contre les autres. La compétition, la rivalité, la possession de biens que d'autres ne peuvent pas avoir sont érigés en biens suprêmes et comme les étalons donnent du prestige aux gens. Donc, du coup, je crois que c'est cette réflexion sur la culture et l'éducation morale et les évaluations, ce à quoi on accorde de la valeur, qui est vraiment fondamentale. Et parce qu'on a aujourd'hui des cerveaux sur pattes qui... cerveau sur pattes au sens où des personnes très intelligentes, compétentes, qui ont des compétences techniques, intellectuelles, mais qui finalement, au niveau, ne sont pas capables d'avoir un rapport apaisé aux autres, qui sont toujours dans la compétition, la rivalité, qui vont disqualifier l'adversaire, le transformer en ennemi, l'insulter, la zémorisation de la télévision, c'est un petit peu ça. Et en politique aussi, les personnes ont du mal à faire un pas de côté pour instituer le bien commun a posteriori en dégageant des normes qui peuvent être valides pour la communauté, même si elles ne sont pas tout à fait et complètement identiques à ce que les personnes embrassaient au départ ou voulaient. C'est ça, négocier et instituer le bien commun. On n'est pas tout seul. Et du coup, il y a vraiment... Et puis, il y a l'idée que l'intelligence, et Corinne l'a vraiment très bien dit, aujourd'hui, on ne peut pas tout savoir. Il y a chez Leibniz, philosophe allemand, qui disait que il vous disait finalement, il y a un perspectivisme. C'est comme une ville vue à travers différents angles. Il y a une seule ville, mais elle est vue à travers différents angles. Eh bien, nous sommes devant le réel comme cela. Personne n'a une vision totale des choses, surplombante, et nous avons chacun une partie des choses. Et on peut, en échangeant, apporter sa contribution et en dialoguant avec les autres. Et cela vaut à la fois entre les chercheurs d'une même discipline, qu'entre les chercheurs de disciplines différentes, qu'entre les différents acteurs de la société, quels qu'ils soient. Mais ça suppose de reconnaître, un, l'égalité morale des gens, deux, de reconnaître les compétences et le savoir, au lieu de, certains se mettent à, Étienne Klein le disait, je ne suis pas médecin, mais, il y a des gens qui parlent de tout, c'est comme si moi,
je me disais spécialiste de dentisterie, hein, ce serait une catastrophe pour les pauvres personnes qui me confieraient leur mâchoire. Eh bien, voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, il y a ces tautologues, et ça vient quand même, il faut le reconnaître, d'un manque d'humilité, d'un manque de reconnaissance de ses limites. Vous voyez, l'écologie, c'est la reconnaissance des limites planétaires, et ce n'est pas possible sans la reconnaissance de ses propres limites, de ses limites temporelles, de ses limites intellectuelles, de sa faillibilité, de sa vulnérabilité au mal. Donc c'est une réflexion. On ne peut pas aussi gagner, sauver la démocratie, sauver le rationalisme, s'il n'y a pas ce travail sur soi, sur la reconnaissance de ses limites, sur le fait que personne n'a la totalité des choses, n'est pas cette vision surplombante. Donc du coup, voilà, et ça je crois que c'est très profond, et je ne suis pas sûre que en France, où on a tendance à être toujours dans les polémiques, souvent stériles, et quand même dans justement le machisme discursif, hein, ça, alors on se la ramène, on a la solution à tout. Je pense que ça, c'est vraiment un gros problème culturel qui nous rend incapables d'instituer le bien commun et d'avancer sur des questions qui divisent la société, mais où pourtant il est possible de trouver des accords sur fond de désaccords, comme par exemple la question animale, où il est possible de trouver des accords avec les éleveurs, où il est possible d'innover, de changer les choses, même sur des sujets si difficiles. Et avec les acteurs de terrain, quand on les rencontre, on voit que c'est possible. On allume la télé, on voit des égos surdimensionnés qui s'opposent et qui se traitent de tous les noms. Donc là, il y a aussi un... Et d'où l'importance des médias, Corinne le disait. Moi, je pense que les médias, c'est formidable, c'est les médiations. Des gens comme moi qui aimons les choses difficiles, nous avons besoin de vous pour les faire passer en langage plus simple, etc. Mais les médias, souvent, eh bien, ils orchestrent seulement les polémiques et mettent en avant des personnalités qui parlent de tout et qui finalement génèrent une vision négative du savoir, des sciences, et aussi, et c'est ça qu'il faut changer. Donc, mais là, je crois qu'il faut se tourner vers des pays où il y a plus de capacité à dialoguer, à négocier. C'est vrai, les pays du Nord, voilà. Et ça, c'est vraiment très important. Et c'est, à mon avis, fondamental. Ça veut dire que, vous voyez, tout repose sur... Ça nous concerne tous quand même, parce que... Ça concerne... C'est l'individu, chacun. Voilà. D'accord, ok. Alors, peut-être que votre question, je ne sais pas si vous souhaitez réagir, peut-être Corinne, à ce que vient d'évoquer Corinne Pelluchon. Je suis d'accord avec ce que dit Corinne. On ne vous entend pas, on ne vous entend plus, là. Je suis d'accord, on est sur la même longueur d'onde. Hein. Alors, peut-être, puisqu'il nous reste, je crois, 5 minutes environ avant de terminer cet échange, en fait, vous avez évoqué le rapport au temps. Oui. En fait, une des caractéristiques de ce confinement, c'est qu'il a suspendu le temps. Il l'a allongé. Est-ce que ce temps a été propice, par exemple, pour vous, pour une réflexion particulière, ou au contraire conforter des points de vue que vous aviez, ou se dire peut-être, effectivement, dans une manière d'avancer, de construire ce récit, de nouvelles pistes sont apparues. Et je voudrais que chacune d'entre vous me dise un petit peu comment vous l'avez vécu, et peut-être en parlant de cet imaginaire et de ce récit à écrire, qu'on essaie de se dire demain, il y a peut-être quelque chose d'important à faire qui soit le début de ce chemin. On évoque beaucoup le monde d'avant, le monde d'après. Quelle serait une piste pour ce monde d'après, pour ce chemin à tracer qui va être long? Alors, on va demander à Corinne d'abord, Lepage, et puis effectivement, à vous ensuite. Vous voyez le sens de ma question? Oui, tout à fait. Je dirais, à titre personnel, pour moi, ça a été une réflexion assez profonde sur la fragilité. À titre personnel et à titre collectif, la fragilité de l'espèce humaine. Ce que je dis est une très grande banalité, mais nous sommes à une époque où certains parlent du transhumanisme, de l'intelligence augmentée et tout ce que vous voudrez, et une petite bestiole comme ça est capable de bloquer la moitié de l'humanité. Donc notre grande fragilité et un retour peut-être à l'essentiel aussi, l'essentiel et à l'importance de l'autre. Alors on revient sur Lévinas, hein, sur le regard de l'autre, mais le besoin des rapports humains, des rapports sociaux, de la rencontre avec les autres, le fait non pas d'avoir peur d'être seul, mais d'avoir reconnaître qu'on a besoin de l'autre. Et que faire société, c'est
précisément être en capacité d'organiser ce rapport à l'autre, cette ouverture à l'autre, reconnaître la dépendance que l'on a à l'égard des autres. Voilà, ça, je pense que pour moi, ça a été des choses assez importantes, aussi l'occasion de lire un peu plus que je ne le fais habituellement, même si j'ai continué à beaucoup travailler pendant toute cette période de confinement. Et je dirais que je suis restée un peu sur cette ligne-là de la recherche de l'essentiel, de l'essentiel, je crois, de revenir à des choses vraiment fondamentales, en laissant le superfétatoire vraiment de côté, parce que c'est pas dans l'air du temps, c'est inutile. Et un chantier sur lequel il faudrait pour construire ce fameux récit, parce que je trouve ça intéressant. J'entendais aussi une jeune militante que vous devez sans doute connaître, Corinne, qui s'appelle Camille Clément, qui nous disait que lorsqu'on parle de l'écologie, c'est vrai, vous avez évoqué la question du tragique tout à l'heure, on en a une vision relativement tragique, et sans doute y a-t-il à inventer effectivement un avenir fait d'espérance. Quel pourrait être un des Oui. chantiers qui pourrait aller dans ce sens-là, selon vous? Puis je vous poserai la même question. Si vous voulez, moi j'essaye de travailler modestement avec la Déclaration universelle des droits de l'humanité, parce que justement, reconnaître des droits et des devoirs de l'humanité, c'est d'abord reconnaître ce que nous avons tous en partage, quel que soit notre pays, notre culture, notre religion, notre âge, c'est le fait d'être des humains, et je dirais même des terriens, appartenant à cet ensemble terre et en partage avec le vivant. Et donc, le fait de reconnaître des droits et des devoirs, je pense que c'est quelque chose qui est assez novateur d'abord, et qui nous fait raisonner de manière différente. Et dans ce monde où il y a tant de violence, où il y a tant d'inégalités, d'injustices, le fait d'essayer de construire comme ça, sur une base partagée, des principes simples, utilisables par tous, je pense que c'est une voie d'espoir. Enfin, en tout cas, pour moi, ça en est une. Corinne? Oui, ben, moi, il se trouve que les thèmes de mes précédents livres, c'était la vulnérabilité, la responsabilité, l'altérité. Je suis une Et la lévinassienne. considération aussi. Et la considération. Donc, du coup, je me retrouve un peu au cœur de ces choses-là et du lien humain-animaux qui s'est invité avec ce pauvre pangolin. Donc, du coup, voilà. Donc, moi, je suis confortée par cet épisode, mais en même temps, je trouve terrible. D'abord en raison des conséquences économiques et psychiques qu'il a sur les personnes seules notamment. Et alors moi je l'ai bien vécu parce que je suis une spécialiste de l'autoséquestration. Donc du coup, voilà. Et qu'en plus, comme j'ai le syndrome Pascal-Quignard, c'est-à-dire, vous savez, j'ai envie de me retirer. Donc j'étais en Bourgogne, comme lui, d'ailleurs, je ne le connais pas, mais dans Lyon. Donc j'étais déjà enfermée dans ma campagne avec mon chat, que j'adore. J'écrivais un livre qui s'appelle Les Lumières à l'âge du vivant, qui sort en janvier, donc, qui est un livre sur l'héritage des Lumières aujourd'hui, avec mes questions, dans le contexte écologique. Donc moi, j'adore. Donc j'ai encore plus travaillé que d'habitude, parce que comme j'étais encore plus qu'angoissée que d'habitude, donc j'ai travaillé encore plus que d'habitude. Donc j'ai aggravé mon cas. Mais j'ai trouvé qu'à la fois, pendant le confinement, il y avait une réception très grande de la part des journalistes, notamment sur ces questions. D'abord, ils vous coupaient moins la parole, et quand ils vous interviewaient sur toutes ces questions-là, il y avait une demande de sens. J'ai senti, hélas, dès qu'il y a eu le déconfinement, c'est terminé. Donc du coup, je me dis malheureusement, j'ai peur que comme beaucoup de crises, eh bien, dès que ça s'arrête, les mauvaises habitudes reviennent au galop, parce qu'il faut beaucoup de temps. Les changements doivent être en profondeur pour qu'ils soient véritables et durables. Et ça, c'est vraiment une autre paire de manches. Mais moi, si vous voulez, je pense que je ne sais pas si cette pandémie changera quoi que ce soit. Mais ce que je pense, c'est qu'il faudrait qu'elle change quelque chose. Et ce qu'il faudrait qu'elle change, c'est justement que... et c'est le sens de Réparons le monde que j'ai écrit avant le confinement. Je n'avais pas du tout pensé qu'il y aurait une pandémie, mais j'avais la préscience de catastrophes, notamment plus politiques d'ailleurs. Et puis j'en avais un peu marre de ce climat de cacophonie qu'on a. Et du coup, j'avais déjà entamé mon retrait, mon syndrome Pascal-Quignard, un retrait, et pour réfléchir, parce que je pense que pour moi,
c'était l'idée de, quelles que soient les conséquences, les catastrophes qu'il y aurait, c'était l'idée de préparer des outils pour demain. Des outils à la fois au niveau individuel, pour que l'individu, justement, puisse travailler sur lui-même et arriver à traverser ses émotions négatives et à retrouver confiance en lui pour oser réfléchir, penser par lui-même et initier des changements là où il peut, à son rythme et là où il est, et aussi au niveau politique pour dessiner un projet de reconstruction sociale et politique, où évidemment il y a au cœur des choses non seulement une réorientation de l'économie, la prise en compte de la cause animale qui est pour moi essentielle, et qui est stratégique, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc moi, mais je trouve que j'ai peur que malheureusement, en raison des conséquences économiques et du climat de tension et de polarisation qui existe aussi au niveau international, on attend aussi les élections aux États-Unis, majeures, j'ai peur que malheureusement, des choses difficiles nous attendent. Alors là, dans ce cas-là, on se dit, qu'est-ce que moi, pauvre petite chose, je peux faire dans l'existence? Bon, ben moi, c'est écrire, hein, et proposer une parole où je mets de côté parfois mes très grandes angoisses, c'est parfois mon dégoût, hein, parce qu'il ne faut pas parler avec, hein, et où j'essaie, justement, c'est ça, réparer. Savoir qu'il y a de l'irréparable. Auschwitz, Hiroshima, c'est irréparable. Mais qu'on peut... En plus, c'est un livre que j'ai dédié à mon frère qui m'aura 17 ans, donc je sais qu'il y a de l'irréparable. Mais c'est l'idée de se dire, même quelle que soit la situation difficile, je prends la décision de faire, je prends la décision de ne pas aller dans l'écroulement. Je prends la décision de faire à ma manière, de garder des choses, d'en rejeter ou d'en changer d'autres, pas à pas, de reprendre les choses une à une, là où on est, sans forcément sans ce regard de surplomb, mais en partant des choses elles-mêmes. Ça, c'est la méthode, réparer. Hein. C'est pas recoller les morceaux, c'est pas le grand soir, mais c'est prendre les choses. Et quand on passe des périodes de crise, j'ai une grande expérience des crises personnelles, c'est pour ça que j'aime bien Pascal Quignard, c'est un bon dépressif, un ancien. Eh bien, c'est une décision qu'on peut prendre de ne pas se laisser couler à un moment. Hein. Et voilà, et c'est ça, Réparons le monde. Alors moi, je le fais avec des livres dont je pense que c'est plutôt le long terme. Moi, je crois que la philosophie, malheureusement, c'est super lent. Hein. C'est du long terme. Et sur le court terme, moi, je crois que le droit, la Déclaration universelle des droits de l'humanité, on la trouve sur Google en cliquant. C'est génial. C'est un texte génial. Moi, je l'ai lu à mes étudiants, ils étaient émus. J'ai essayé de commenter, hein, mais c'est une révolution dans le droit du droit. C'est assis sur un humain qui est plus un agent moral individuel qui fait ce que bon lui semble, mais il assigne des limites à son bon droit au nom du droit des autres et de l'humanité à avoir un avenir et des conditions de vie. Je pense que ce travail-là, il est fondamental et je pense qu'il faut vraiment le diffuser. C'est un outil majeur. Et puis, voilà, donc chacun doit faire ce qu'il peut. Ce que je vous propose, peut-être, c'est que nous prenons collectivement la décision. Si vous ne connaissez pas la Déclaration des droits de l'humanité, effectivement, je crois que ça va être un premier acte, effectivement, universel des droits de l'humanité. C'est peut-être un premier acte, effectivement, que nous pourrons poser ensemble. Merci, Corinne, pour ce temps d'éclairage. Merci à Corinne Lepage, qui nous a peut-être... merci à vous, merci beaucoup. Voilà. Et merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous et bonne continuation. Merci, au revoir.